En moins de 50 ans, Decathlon a réussi à devenir le plus grand commerçant d'articles de sport au monde. Avec plus de 1700 magasins dans plus de 60 pays, c'est devenu l'endroit parfait pour découvrir et s'équiper dans une discipline à bas prix. Sauf que le business de cette enseigne a récemment été bouleversé avec un événement, la pandémie. Après la fermeture de leur magasin, Decathlon s'est rendu compte que leur accompagnement devait être autant excellent en physique que dans le digital. Et c'est pour cette raison que Decathlon Suisse a récemment lancé un projet pour conseiller les visiteurs de leur site web dans leur parcours d'achat. Concrètement, lorsque vous êtes sur le site, vous pouvez poser n'importe quelle question à un humain et on vous répondra en moins de 60 secondes. Ils ont même pensé à présenter leurs produits en direct avec de la vidéo. Pour en savoir plus, on a pu discuter avec Salvador Lombardo, qui est à la tête de ce projet et qui a répondu à toutes nos questions. Alors, est-ce que le futur du e-commerce ressemble à ça ? Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. Salvador, je peux te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Yes, bien sûr. Donc moi je m'appelle Salvatore, j'ai 32 ans, bientôt 33. J'habite en Suisse, je suis né en Suisse, je suis d'origine italienne, mais né en Suisse, donc j'ai la double nationalité. Je suis un grand passionné de football, donc dans l'entreprise dans laquelle je travaille, Decathlon, la passion du sport est très très importante. Et ben j'en ai une, mais il n'y a pas que le football qui m'intéresse, j'aime bien tout ce qui est team sport. En Suisse, on a eu le grand Roger Federer, donc le tennis est aussi un sport prépondérant dans notre pays. Et en dehors, j'entraîne aussi une équipe de football, j'ai le statut de coach dans une équipe. Donc voilà un petit peu pour le privé. Et puis pour le travail, j'ai toujours un petit peu travaillé dans le retail en fait. J'ai commencé en 2016 en sortant de l'école mon apprentissage de gestionnaire de commerce de détail en Suisse, qui signifie basiquement vendeur en fait. Et j'ai fait un apprentissage dans un plus petit magasin qui faisait la taille d'un rayon running chez Decathlon pour donner un petit peu un ordre d'idée. Et j'ai switché ensuite sur un plus grand magasin, une plus grande chaîne suisse qui s'appelait Athleticom à l'époque en 2009 pour terminer ma dernière année d'apprentissage. Et ensuite, je suis resté dans ce magasin pour les 13 années suivantes. 11 années suivantes, pardon, de 2009 à fin 2020, toujours dans le retail, en tant que d'abord vendeur dans mes premières années. Ensuite, j'ai fait responsable de rayon. Et après, j'étais adjoint du gérant, toujours donc chez Athleticom. Et en 2017, on a appris la venue de Decathlon en Suisse, en fait, qui venait reprendre tout simplement Athleticom, qui était l'entreprise dans laquelle je travaillais. Ensuite, on a switché et chez Decathlon, du coup, j'ai pris le poste de responsable du service client, toujours dans le même magasin que je n'avais pas quitté. Voilà. Et ensuite, en 2020, fin 2020, des petites envies de changement, de voir un petit peu d'autres secteurs. Et on a trouvé cette solution de ce projet de live chat pour rejoindre l'équipe e-commerce. Et j'occupe ce poste donc de leader projet qu'on a appelé Online Product Advisor depuis le 1er janvier 2021. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ce projet en question ? Bien sûr. En fait, durant la pandémie, quand nos magasins ont dû fermer, comme dans la plupart des pays malheureusement, notre site, lui, restait ouvert, évidemment, et tournait à plein régime. Et on s'est rendu compte en fait que sur le site, on n'avait pas vraiment, hormis bien sûr toutes nos informations sur les produits, les pages, etc. On n'avait pas vraiment un conseil un peu personnalisé de par une voix humaine, on peut dire, pour accompagner nos clients. En plus de ça, on a aussi regardé un petit peu nos concurrents, ce qu'ils faisaient. On a une grande chaîne en Suisse qui a des distributeurs pour le sport, pour l'électroménager, pour l'alimentaire, qui eux en fait ont déployé avec près de 70 personnes un conseil vidéo sur leur site web pour pouvoir servir les personnes qui étaient confinées à leur domicile durant la pandémie. Et forcément, on a un petit peu regardé out of the box comme on dit et on a trouvé le projet super cool et on a un petit peu investigué et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle Decathlon, en sachant que Decathlon Suisse, comme je te l'ai dit, a switché 2017-2018, donc c'est un pays Decathlon très très jeune. On n'a pas la maturité que peuvent avoir nos concurrents pour avoir lancé très rapidement, on va dire, leur projet de conseil vidéo. Mais on s'est dit, maintenant, si ça devait recommencer, qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle et qu'est-ce qu'on peut monter comme projet qui va dans cette lignée-là pour essayer un petit peu de rendre humaine cette relation client digitale en quelque sorte. Concrètement, l'idée c'est juste d'avoir des conseillers sur le site qui sont là pour conseiller les clients, les visiteurs qui vont sur votre site dans leur achat. C'est ça ? Aujourd'hui, oui. Au tout début, l'idée c'était un petit peu de faire un copy-paste de nos concurrents et de partir sur du conseil vidéo en fait. Moi, notre idée première était vraiment de se dire comment on pourrait exploiter un peu ce même canal-là et essayer de renseigner nos clients aussi en conseil vidéo. Donc je suis parti sur plein d'hypothèses en fait et je les ai testées en quelque sorte. Donc j'ai essayé aussi du conseil vidéo, j'ai essayé du live chat, j'ai essayé un petit peu du call, j'ai essayé de le faire en travaillant depuis le magasin sur la surface avec ton gilet, une petite table roulante pour voir si ça fonctionnait, si aussi les clients qui étaient en magasin comprenaient que tu n'étais pas là forcément pour eux en magasin mais que tu étais là quand même pour une autre mission. Enfin j'ai testé plein de choses pour pouvoir un petit peu confirmer on va dire que ce serait plutôt soit du conseil vidéo, soit du texte,
soit des calls, soit un mix de tout en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de tous ces tests que tu as fait? Pour les tests que moi j'ai pu faire, la vidéo n'a pas été très très concluante pour être tout à fait transparent. J'ai essayé donc avec une table roulante de me poser dans le magasin, ma petite webcam sur l'ordinateur. J'ai eu quelques expériences qui étaient vraiment cool avec des clients qui ont dit waouh, c'est super, c'est génial, mais disons que c'est un faible nombre par rapport au volume de conversation que j'avais par chat, par texte. Et la plupart du temps, les clients me disaient non, mais j'ai pas trop envie de faire de la vidéo parce que peut-être qu'ils sont à domicile, dans leur petite tenue ou leur tenue relax de domicile, peut-être même parfois qu'ils sont au travail et qu'ils n'ont pas forcément envie de faire un conseil vidéo au travail. Donc on s'est rabattu un petit peu plus sur du textuel. Mais je pense aussi que l'outil que nous avions choisi au préalable n'était peut-être pas le plus adéquat pour pouvoir offrir ce conseil vidéo et pour nous permettre d'être efficaces dans cette voie d'interaction. Ok, du coup pour revenir sur ce que tu disais, c'est un projet qui a commencé durant la pandémie. Aujourd'hui, on touche du bois, la pandémie est un peu derrière nous. Qu'est-ce que c'est votre vision du coup par rapport à ça, par rapport à la suite? Par rapport à la suite, notre vision en fait maintenant, donc on est 3 personnes à travailler sur ce live chat, enfin, on va dire 2 personnes à plein temps et puis moi qui joue un petit peu le pompier quand je remarque qu'on a beaucoup d'interactions et qu'il faut venir aider. Sinon je travaille un petit peu plus sur le développement du projet en soi et d'autres projets aussi de relations clients digitaux dans l'entreprise. Mais disons que la vision aujourd'hui pour nous, c'est d'être disponible sur notre site pour renseigner les clients sur nos produits, quel que soit le produit qu'ils regardent. Voilà, tu regardes un produit pour le vélo, tu regardes un produit pour le ski, tu regardes un produit pour le football. On doit être là pour pouvoir t'aider et pour pouvoir te conseiller à choisir le meilleur produit possible. Et c'était la vision de base en fait. La vision de base, c'était de lancer ce projet pour faire uniquement de la vente en fait, pas de la vente, du support à nos clients qui bien sûr après découle de vente, mais du support à l'achat à nos clients. C'était vraiment l'idée de base et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de clients qui, malgré le fait qu'on orientait vraiment nos conversations avec un chatbot sur la vente et qu'on disait qu'on n'était pas forcément là pour le support, nous posaient énormément de questions aussi pour le support, avaient besoin parfois d'être rassurés aussi, même si c'est bien displayé sur ton site, par exemple, là on vient de passer la période de Noël, c'est bien livré avant Noël, ils viennent quand même demander, mais c'est vrai, tu vois, et on a constaté qu'on pouvait aussi saisir l'opportunité d'avoir ces conversations de support, de les traiter de la même manière qu'on aurait traité une conversation de vente, et ensuite que ça peut découler aussi sur des ventes. Et en plus de ça, en termes de support, par exemple, quand tu arrives au moment du choix de ta méthode de livraison et que tu n'arrives peut-être pas à la sélectionner pour X ou X raison, tu n'arrives pas à effectuer un paiement pour X et X raison, nous, en étant là direct sur le site, on peut t'apporter un support rapide et on peut t'aider à conclure ta vente. Et ça, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on ne voulait plus laisser passer. Donc depuis l'année passée, on a commencé aussi, on s'est formé auprès de nos collègues du Customer Care et du Customer Service et on a appris un petit peu tous les outils avec lesquels ils travaillaient, comment répondre, et on répond aussi pour les questions de support. Voilà. Mais c'est quand même fou parce que vous êtes 3 du coup à gérer ça et le site est disponible sur toute la Suisse. Exactement, c'est une autre particularité de la Suisse et une autre particularité de ce projet, tout à fait, c'est que la Suisse a 3 langues officielles, on pourrait dire 4 avec le romanche qui est une toute petite langue d'une petite région des Grisons en Suisse. Mais oui, c'est clairement quelque chose qu'on a dû prendre en considération. Et dans l'équipe, nous sommes les 3 capables de parler dans une des langues mères du pays. J'ai ma collègue Johanna qui travaille depuis le magasin de Emmen dans le canton de Lucerne, qui elle parle parfaitement le suisse-allemand, elle est native suisse-allemande, donc sans problème au niveau du langage. J'ai mon collègue Justin qui lui parle parfaitement le français. J'ai la chance de parler parfaitement l'italien aussi, donc nous couvrons ces 3 langues-là et en plus de ça, nous parlons les 3 très très bien l'anglais aussi, qui est très très important car nous avons en tout cas en Suisse un bon nombre d'expatriés qui viennent travailler dans les grandes villes, après comme dans toute grande ville européenne on va dire, mais voilà, donc on est capable d'assurer ça. Mais en plus de la langue, je dirais que la difficulté, elle est aussi dans la polyvalence que tu dois avoir par rapport au sport. Parce que forcément, c'est difficile de connaître 140 et quelques sports comme l'on propose chez Decathlon. Donc c'est clair qu'au niveau de l'attente, au niveau des exigences, on va dire, il a fallu que dans le projet, on soit des personnes qui aient peut-être travaillé dans plusieurs secteurs, donc qui ont déjà une certaine familiarité avec plusieurs typologies de produits, avec plusieurs sports. Et voilà, ça a rajouté un peu une petite difficulté. Et ça va un petit peu en contraste avec ce qu'on fait normalement physiquement dans les magasins, parce que généralement, en magasin, dans ton rayon, tu as quelqu'un qui est pratiquant, passionné de ce sport-là.
c'est un petit peu la vision et la volonté de Decathlon d'avoir dans ses rayons des passionnés de leur sport. Nous, par chat, on a la difficulté d'avoir ça parce que il faudrait énormément d'agents et tu peux pas savoir à quel moment tu vas recevoir une demande sur le vélo, sur le fitness, sur le ski, sur le foot. Donc il a fallu un petit peu jongler entre toutes ces spécificités, on va dire. Et aujourd'hui, on s'en sort en étant 3 comme ça, avec le volume qu'on a. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter le volume et d'augmenter aussi ensuite l'équipe, quoi. Ok. Pour revenir vraiment à la genèse du projet, comment est-ce que tu gères ton budget quand tu commences un projet comme ça? Si on part sur l'idée première qui était vraiment de faire du conseil à la vente, derrière, tu as un résultat de vente. En fait, on est parti sur un business plan comme si c'était ton propre magasin en quelque sorte. Donc tu calcules tes frais de personnel, tu calcules ton matériel IT et ensuite tu prends tes ventes, ta marge, tu fais un business plan classique comme si tu ouvrais ton propre magasin en fait. Et ensuite évidemment les résultats de vente que tu vas faire vont impacter ton pilotage sur l'année. On va dire que ton budget tu le gères comme si c'était ton propre magasin en déduisant toutes les charges, mais pour ça il faut avoir un résultat de vente. Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est peut-être un peu compliqué et c'est compliqué de réussir à lier chaque interaction à une vente si un client, par exemple, n'est pas connecté à son compte client sur le site. Le client n'est pas connecté sur decathlon.ch. Il converse avec moi, je lui montre toute une panoplie d'articles qui pourront convenir à la pratique de son sport. Il dit super, magnifique, là maintenant, j'ai pas le temps, je veux pas passer commande sur le site, je vais aller en magasin. Il va en magasin, il fait son achat. Potentiellement, il va acheter ce que moi je lui ai conseillé, mais on n'arrivera pas à matcher les deux. On n'arrivera pas à matcher la vente et la conversation. A contrario, quand le client est logué sur son compte client sur notre site et qu'il converse avec moi et que je lui propose toute une panoplie d'assortiments, il va en magasin ensuite pour acheter, il passe sa carte client, on arrivera à faire le rapprochement entre les deux. Donc en fait, c'est pas évident à mesurer parce que tu as une partie qui est un petit peu impondérable en quelque sorte. Donc aujourd'hui, on est en train d'un petit peu repenser cette vision. On n'a pas vraiment encore défini dans quelle voie on veut aller, mais je pense qu'on va plus s'orienter sur à quel point nos conversations ont-elles pu impacter un certain volume de chiffre d'affaires. Je pense qu'il faudra qu'on repense un petit peu la chose comme ça, notamment si tu pars de la vision que tu es en train de faire aussi du service et pas uniquement de la vente. Tu es en train de faire un peu du support aussi, entre guillemets. Ok, et alors du coup, pour revenir sur ce que tu disais juste avant par rapport au flux qui peut être assez volumineux pour 3 personnes, comment est-ce que tu structures ton équipe? Comment est-ce que tu structures ton site pour gérer ce flux? Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par moment, on en a un peu sous la pédale. On peut générer plus de conversations, on peut en traiter plus à la fois. Donc, l'idée, ça a été avec l'outil qu'on a aujourd'hui, de faire des triggers, d'envoyer des messages push suite à des actions particulières. Par exemple, tu vas dans notre barre de recherche, tu cherches un produit, tu ne trouves pas ton produit, et là, on va te mettre un petit message. Tu as besoin d'aide, nous sommes là pour t'aider à trouver ce que tu cherches. Et ça permet de générer un petit peu plus de conversation. Donc, on est en train d'essayer de travailler dans cette voie-là. Et l'idée, ça va être de vraiment, durant cette année, pour moi, le focus va vraiment être de trouver les points sensibles sur le site qui nous permettront d'engager un maximum de conversations. Et pas uniquement de par le site. On sait aussi qu'avec l'outil avec lequel on travaille, qui est Crisp, on peut aussi plugger nos réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas aussi prendre des conversations de nos réseaux sociaux pour pouvoir les traiter nous aussi. Et donc voilà comment on gère. Mais après, structurellement, on va dire qu'on a Johanna qui, elle, parle parfaitement le suisse-allemand, qui va plutôt s'orienter sur toutes les conversations suisse-allemandes, Justin qui va s'orienter plutôt sur les conversations françaises, et moi-même qui vais essayer de faire un petit mix de tout ça. Je parle pas parfaitement l'allemand, mais on a aussi la chance d'avoir un traducteur dans l'outil qui fait le boulot et qui nous permet de temps en temps de pouvoir quand même assurer des conversations avec des clients, même si c'est pas notre langue. Et donc les premiers messages qui sont envoyés aux clients, c'est toujours par le biais de trigger. C'est jamais vous qui envoyez un message pour lui dire on voit que tu recherches ça bien précisément. Moi, je m'appelle, je sais pas, par exemple Salvatore. Est-ce que tu as besoin d'aide? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est tout le temps les triggers ou des fois c'est vous qui envoyez des messages volontairement? Alors, on va pas envoyer des messages volontairement manuellement. C'est quelque chose, je vais pas te mentir, à laquelle j'ai pensé parce que on peut voir des personnes qui sont actives sur le site, à quel moment, les pages qu'elles consultent, etc. J'y ai pensé. Après, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop intrusif? Ouais. Il y a aussi cette dimension-là qui est particulière, mais par contre ça se teste. C'est typiquement dans ce que je te disais avant, trouver vraiment le moyen de générer le plus de conversations possible, ça peut être un moyen, mais pour ça doit se tester. Mais oui, aujourd'hui, concrètement, tu arrives sur notre site, dès lors que l'une des 3 personnes d'entre nous est connectée, tu vas soit voir juste la petite fenêtre de chat qui va te dire on est là pour t'aider si tu as besoin.
basiquement. Ou alors, on a ce trigger justement qu'on a fait sur le search ou qu'on a fait aussi dans le panier. Quand tu arrives dans ton panier pour te dire, as-tu trouvé tout ce dont tu avais besoin pour ta pratique sportive? Sinon, nous sommes là pour t'aider à compléter ta panoplie. Et en pourcentage, c'est quel trigger qui est le plus, qui engage le plus de tous ceux que tu viens de me citer? Le search. Le search, okay. Ouais, dans la barre de recherche. Ouais. Souvent, les clients qui cherchent quelque chose et qui ne le trouvent pas, hésitent pas trop à venir te demander quand tu leur proposes. Après, souvent, le trigger que j'ai fait sur le panier, pardon, dans le panier, fonctionne un peu moins bien parce que du coup, les clients répondent oui des fois. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, oui, juste oui. Et du coup, ça te donne pas une conversation qui a vraiment une vraie valeur. Donc celui-là, peut-être le repenser un petit peu et en repenser d'autres. Mais aujourd'hui, le search est notre meilleur trigger, en plus du fait que les clients nous contactent aussi en cliquant sur la bulle, en fait, tout simplement. Ok. C'est quoi les erreurs que tu as faites sur les triggers qu'aujourd'hui tu ne fais plus aujourd'hui? Alors, honnêtement, sur les triggers de Crisp, je peux pas trop te dire parce que c'est vraiment ces deux-là que j'ai paramétrés. On a commencé à travailler avec Crisp réellement relativement récemment. Donc on est encore, on va dire, en apprentissage et on a encore beaucoup de choses à mettre en place ensemble, bien que je sois très satisfait du début de la collaboration. Mais on va dire que les erreurs que j'ai pu faire avec le précédent outil, plutôt, c'est à mon avis le chatbot. On commençait toujours par une conversation qui s'ouvrait par un chatbot avec notre précédent outil. Et du coup, ça donnait une sensation de robot au client et il comprenait peu qu'on était vraiment une personne humaine derrière, quoi, qui était là pour les aider, pour les accompagner et qu'on n'était pas un robot qui allait leur répondre quelque chose de prédéfini tout simplement parce qu'on a rentré toute notre FAQ dans le chatbot et puis qui va tout simplement te redire ce que tu as déjà lu, grosso modo. Et l'erreur, on va dire, peut-être à mon avis, c'était ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends un petit peu plus de temps sur le chatbot que j'ai envie de construire avec Crisp parce que, à mon avis, il doit avoir du sens et il doit être animé, il doit être suivi et ça doit être quelque chose qui apporte un plus à nos visiteurs et à nos clients sur le site et pas quelque chose qui les frustre. Et j'ai le sentiment que la première version de mes chatbots était plus frustrante qu'elle apportait de l'aide. Voilà, donc si je dois dire vraiment, aujourd'hui avec les triggers que j'ai, j'en suis plutôt satisfait et je vais encore travailler dessus, mais c'est vraiment le chatbot pour moi qui a été un pain point, on va dire, sur mes premières initiatives dans ces interactions digitales. Est-ce qu'on peut dire que votre objectif, c'est d'avoir le plus de conversations possible? Ou alors vous essayez quand même de contrôler ça? Aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est d'en avoir le plus possible parce que plus de conversations tu vas avoir, plus ça veut dire que tu as de visiteurs sur ton site, ça veut dire que tu as un bon trafic. Donc déjà, c'est très très bon signe pour le business, pour notre site web. Ensuite, bien sûr, pour le projet en soi, ça permet de le faire évoluer encore. Si tu arrives à augmenter ton rythme de conversation, et après, bien sûr, jusqu'à un certain volume, il faudra qu'on stabilise à un moment donné, mais que tu arrives à trouver le bon équilibre entre un certain nombre de conversations et un nombre d'agents qui sont là derrière pour servir nos clients, oui, c'est clairement un objectif. Maintenant, il faut, je pense aussi qu'on travaille sur plusieurs modes. Aujourd'hui, dépendamment des résultats qu'on peut prouver, il faut qu'on puisse peut-être travailler sur un mode, on va dire plutôt, on a énormément de trafic, on est focalisé sur le chat, peut-être qu'on peut se dire, on va montrer le chat sur des produits qui ont une valeur peut-être un peu supérieure en termes d'argent, en termes de prix, peut-être essayer d'adapter en fonction du volume que tu as avec certaines actions. Aujourd'hui, on n'est pas encore réellement en mesure de le faire parce qu'on a installé Crisp sur notre front directement. On n'est pas plugués ensemble, nos API ne sont pas connectés, mais le jour où on sera vraiment en natif ensemble, ça sera des actions qu'on pourra mettre en place, oui. Et tu disais vendre des produits qui sont plus onéreux. Tu te verrais, toi, reprendre la vidéo pour un objectif comme ça ou pas? Je pense, oui. Honnêtement, oui, je pense. En fait, la vidéo, je ne l'ai pas du tout enlevée de ma tête. C'est pas parce que le premier test n'a pas été hyper concluant. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y avait d'une part l'outil qu'on utilisait qui n'était pas forcément adéquat pour. Chose qui aujourd'hui, avec Crisp, a une solution native de vidéo, là aussi. Une solution qui est vraiment générée par Crisp directement, qui ne t'envoie pas sur une autre page web pour faire une vidéo, etc. Donc il y a déjà aussi ça qui aidera à mon avis un petit peu. Mais oui, sur certaines typologies de produits comme un vélo de course full carbone qui nécessite quand même un conseil un peu plus pointu, pourquoi pas sur des machines de fitness par exemple, sur un ski, c'est des choses qu'on peut envisager, c'est pas totalement disparu de ma tête. Par contre, il y a plusieurs paramètres. Quand tu es dans une vidéo, tu peux pas faire plusieurs conversations en même temps. C'est la différence avec le textuel, on va dire. Une fois que tu es dans ta conversation vidéo, tu es dans cette conversation et tu es coincé. Par contre, vu qu'on parle de produits à une valeur plus élevée, je trouve que ça fait sens aussi. Donc concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris ce que pouvait être un triggers chez vous, ça pourrait être justement sur le vélo en carbone dont tu parlais, un petit message qui s'affiche quand la personne est sur la page, qui indique justement aux visiteurs que vous voudriez une présentation vidéo de cet appareil, de cet outil. Exactement, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Un trigger, c'est un message en quelque sorte
personnalisé en fonction d'une action que tu as pu faire sur le site. Si tu arrives sur un produit cher et que j'ai décidé que ce produit-là, vu qu'il est cher, on peut t'envoyer un message pour te conseiller la vidéo, c'est considéré comme un trigger, exactement. Trop bien. Donc là, à l'heure où on se parle, on est en janvier 2023, on a passé les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu as retenu comme enseignement de cette période? Alors, premier enseignement, c'est que on n'était pas assez, malheureusement, durant la période, car j'attendais une personne pour rejoindre l'équipe, qui est Justin, qui nous a rejoint au 1er janvier, ce qui nous a beaucoup aidé sur ces premières semaines de l'année. Mais avec Johanna, en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est que les clients ont beaucoup besoin d'être rassurés durant cette période. On a eu énormément de questions de disponibilité produit. Est-ce que ce produit est disponible online ou en magasin? Est-ce que la livraison sera assurée avant Noël? On a, malgré le fait qu'on ait display, un livré avant Noël, on avait beaucoup de questions comme ça et on remarque qu'ils ont vraiment beaucoup besoin d'être rassurés. Donc l'enseignement, c'est que j'ai trouvé très pertinent qu'on soit là, en fait, tout simplement parce que rassurer un client online en direct, ça peut avoir un impact énorme sur son choix d'achat, et je pense qu'on a beaucoup aidé dans ce sens. L'enseignement, c'est si vous avez un site web, sur les périodes de forte affluence, soyez là pour vos clients et les résultats suivront. Pour moi, c'est une évidence après cette période. Et justement, pour rassurer les clients, c'est quoi la place des messages programmés, des raccourcis ou même de l'automatisation? Aujourd'hui, pratiquement zéro. Okay. Aujourd'hui, on est vraiment sur un contact humain. On n'a pas automatisé des messages, mais à l'avenir, c'est quelque chose que je veux travailler, que je veux mettre en place aussi. Toujours un peu dans la dimension dont je te parlais tout à l'heure, ne pas faire un chatbot qui va simplement te dire la même chose qu'il a déjà écrit, mais un chatbot qui peut vraiment t'apporter un plus. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans cette direction en essayant de voir ce qu'on peut faire avec l'outil et avec notre site aussi, parce que forcément, tu peux faire beaucoup de choses avec ton outil avec lequel tu travailles, mais après tu es aussi lié aux fonctionnalités de ton site web, à la manière dont il est construit. Donc il y a aussi beaucoup de choses à explorer dans cette voie-là. J'ai pas l'impression que ça soit fait en France, hein, ce système de live chat de la part de Decathlon. Il y a oui et non, comme on dit ici. Il y a des live chats si tu vas sur une certaine typologie de produits sur le site Decathlon France. Donc Decathlon est expandu dans beaucoup de pays. Il y a plusieurs pays qui font du live chat comme ceci, tous avec des solutions un petit peu différentes. En France, en soi, tu vas pas retrouver, comme si tu viens sur notre site durant les horaires d'ouverture magasin, tu vas pas retrouver la bulle avec le live chat. Tandis qu'avec nous, en Suisse, oui, tu trouveras 100% du temps durant les horaires d'ouverture. On a à peu près les mêmes plages horaires que les magasins. Tu trouveras la bulle de conseils qui sera là pour t'aider. La différence, elle est là, c'est qu'en France, ils ont plutôt ciblé fonction, comme on parlait avant, du prix peut-être d'un article, de la typologie d'un article. Tu ne le retrouveras pas sur 100% des articles, comme tu le retrouveras en Suisse si tu viens sur decathlon.ch, où tu nous verras sur l'entier du site dès lors qu'on est connecté. Ok. Il y a une autre problématique que je viens d'avoir du coup par rapport à ce que tu viens de dire, c'est celle de du coup des clients qui veulent commander, je sais pas, après 18h, 19h, bref, le soir en tout cas, après leur journée de travail, et du coup qui n'ont pas accès au service client en ligne. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Est-ce que c'est une piste d'amélioration? Comment est-ce que vous voulez gérer ça? Pour moi aujourd'hui, c'est clairement une piste d'amélioration, et je me répète peut-être un peu, mais je la lie au chatbot en fait. On n'est pas là, mais on doit pouvoir quand même prendre l'information ou essayer d'aider un maximum le client quand on n'est pas là. Aujourd'hui, très basiquement, on est connecté, vous nous voyez. On n'est pas connecté, vous nous voyez pas. Donc théoriquement, tu n'auras déjà pas la frustration de te dire bon, il y a une bulle et puis il y a personne qui me répond. Déjà ça, on a limité entre guillemets. Mais le step d'après pour moi, c'est justement de construire un chatbot qui va pouvoir soit déjà collecter l'information que le client veut, lui expliquer que on n'est pas là pour des raisons, c'est fermé, hein. Donc on n'est pas là, on a nos horaires d'ouverture. Par contre, demain matin, dès qu'on sera là, on traitera votre demande et on essaiera d'y répondre le plus vite possible avec le maximum d'informations possible. Aujourd'hui, pour moi, il y a un gros travail là-dessus sur le bot. Et quand je dis un gros travail, c'est que j'ai pas envie de lancer un bot comme je l'ai fait un petit peu dans ma première expérience un peu à la va-vite, mais j'ai envie de lancer un bot qui va pouvoir apporter un plus pour une majeure partie des actions que tu pourrais faire sur le site. Ok, est-ce que ce produit est disponible en magasin? J'aimerais que mon chatbot soit capable d'accompagner le client pour lui montrer où aller chercher cette information s'il ne la trouve pas de par lui-même, et pas uniquement une question technique sur un produit. La question technique sur un produit, très clairement, on pourrait y répondre le lendemain quand on est là. On n'a pas construit une intelligence artificielle qui nous permet de conseiller nos clients à ce niveau-là. Qui sait dans le futur, avec tout ce qui est en train de sortir. J'ai vu ta dernière vidéo sur le chat GPT par exemple, sur l'Open AI, qui est très très intéressant. Mais aujourd'hui, on
n'a pas encore ça. Donc pour moi, le key role de ce chatbot va vraiment être là. C'est en dehors de tes horaires d'ouverture pour pouvoir apporter un plus à tes clients et puis pas être simplement un robot bateau. On a tous été sur des sites où on a eu des mauvaises expériences avec des chatbots où on posait 15 fois la même question, on recevait 15 fois les mêmes réponses qui n'étaient pas la réponse qu'on voulait. Et c'est tout ce que j'aimerais éviter. C'est tout ce que j'aimerais éviter. T'as raison, je pense, de prendre ton temps sur la construction du chatbot parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises, en tout cas c'est mon avis, font mal, je trouve. Et pourtant, ça offre des belles possibilités, mais si c'est mal fait, ça foire complètement tout, en fait. Je suis 100% d'accord. Ça biaise, en fait, l'expérience, quoi. Parce que tu te dis, ah, super, ils ont un chatbot ou ils ont un chat. Tu sais peut-être pas que c'est un robot ou quoi. Tu commences à chatter et derrière, ça peut être super frustrant. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça plusieurs fois. Vraiment au début du projet, quand je cherchais un peu avec quel outil travailler, je suis allé sur énormément de sites pour faire des chats. C'est là où je me suis rendu compte que ça avait énormément de sens de lancer ce projet pour nous parce que, il n'y a pas beaucoup de sites qui le font bien en fait. Il y a beaucoup de sites qui le font, après c'est mon opinion, mais il n'y a pas, pour moi, pas beaucoup de sites qui le font bien. Voilà. Et alors du coup, ça serait quoi pour toi les différentes KPI à regarder quand tu conduis un projet comme ça? Alors, moi, il y a un KPI que je trouve très très important, pour lequel au tout début, pour être honnête avec toi, j'avais pas forcément vu l'importance de ce KPI. C'est le first response time, ton taux de première réponse, ton temps de première réponse et ton median response time, ton temps médian de réponse. En fait, il faut trouver la bonne balance entre ne pas faire trop attendre ton client parce que tu vas le perdre et peut-être justement comme on a dit avant ne pas être trop intrusif en allant toi le capter. C'est une bonne balance à trouver et moi je me suis rendu compte que au plus vite tu réponds, au plus vite tu vas avoir cette conversation. Si tu es pas pour moi, dans mon idée, si tu n'es pas en dessous de la minute de temps de réponse, en tout cas pour le first response time, tu vas perdre énormément de conversations. Donc ça c'est un KPI que j'ai mis un peu au centre du projet, c'est qu'on soit en mesure de répondre en dessous de la minute pour la première et si possible aussi pour les suivantes, mais après quand tu es dans une conversation de vente et que tu dois chercher des informations, clairement ça peut prendre plus de temps et c'est tout à fait normal. Mais ça c'est un KPI super important. Ensuite tu peux avoir comme KPI aussi ton taux de nouveaux clients, parce que tu as des clients qui ont fait qui ont fait un compte client grâce à l'interaction qu'ils ont eu avec toi, qui n'avaient pas de compte client et qui ensuite sont devenus membres de ton entreprise grâce à cette interaction. C'est un KPI qui peut être très intéressant. Un autre KPI peut être le trafic que tu as généré dans les magasins. Si tu es une chaîne comme la nôtre, Decathlon, qui a dans son ADN les magasins, nous on doit être au service du magasin en tant que site web et c'est un KPI super important, je trouve, de pouvoir dire au magasin, grâce aux interactions de live chat, on vous a envoyé tant de clients en fait. Enfin, on vous a envoyé. C'est un travail qui doit aller dans les deux sens. Les magasins font des commandes internet pour les clients et nous on doit être en mesure, si le client veut aller en magasin, de les envoyer aussi. Donc ça c'est un KPI super important. Et après c'est un KPI, ça paraît un peu bateau, mais tes résultats de vente. Ouais. Pour un projet de vente, clairement, c'est sûr que c'est important de savoir combien de chiffre d'affaires tu as pu générer sur X conversations que tu as traitées. Donc en termes de KPI, je dirais que, et bien sûr la satisfaction client, c'est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, parce qu'on travaille pour nos clients et donc la satisfaction client est un KPI très très important aussi. Et vous mesurez tout ça du coup sur Crisp ou vous utilisez une autre, un plugin ou une autre solution? On le mesure de par ce qu'on a comme information dans Crisp avec des événements qu'on envoie dans notre Google Analytics. Aujourd'hui, on mesure un petit peu comme ça. On a créé un espèce de reporting. Je dois être totalement transparent avec toi. Je n'ai pas encore ce reporting entre mes mains. Il va m'arriver dans les jours à venir. On a travaillé dessus ces dernières semaines pour avoir un peu la vision de qu'est-ce qu'on a fait en décembre. Parce que concrètement, avec Crisp, on a vraiment commencé à travailler mi-novembre, fin novembre, en étant live sur notre site. Donc on a eu un mois complet en décembre. Et là, on aura janvier qui va nous permettre vraiment d'analyser tout ça. Et on travaille avec ce type de reporting là aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler sur des reportings natifs, vraiment avec des événements qui s'envoient d'un côté et de l'autre, pouvoir tirer le maximum de data possible. Mais c'est vraiment pas évident. Ça, c'était quelque chose que j'ai remarqué dans la construction du projet, c'est que collecter la data, comment la collecter, qu'elle soit pertinente, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est un métier et c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur nos data analystes. On a la chance d'avoir une équipe de data analystes en Suisse de 3 personnes, donc je m'appuie pas mal sur eux pour avoir ces informations-là. Ok. Très clair. J'ai une autre question à te poser avant vraiment de finir. Si tu devais donner un conseil à, une autre personne de chez Decathlon qui veut lancer le même projet dans un autre pays, ce serait quoi pour toi les étapes de construction d'un projet comme ça ?
Très bonne question. Les étapes pour moi, c'est déjà premièrement, de trouver le bon outil en fait, déjà. De trouver un bon outil qui te permette de faire ce que tu as envie de faire. Même si ça reste qu'un outil, tu dois quand même avoir quelque chose qui soit en adéquation avec ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire du conseil vidéo, par exemple, essaye de trouver peut-être quelqu'un qui est ultra fort en conseil vidéo et peut-être moins en chat. Après, nous, on a commencé, on va dire, avec un pure player, un fournisseur qui est très très réputé dans le domaine de la SaaS industrie. Et peut-être qu'ils étaient un peu moins, on va dire, ouverts à adapter des choses par rapport à notre projet, par rapport à nous. La différence avec Crisp, qui est, on va dire, plutôt un challenger, si on peut dire ça dans le domaine, même s'il commence à prendre pas mal de place, c'est que on a un dialogue, on a une envie de construire quelque chose ensemble qui est un petit peu plus importante. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner peut-être, c'est si tu pars dans une idée de construire ton projet un peu en mode startup, essaye de trouver quelqu'un qui a construit son truc un peu en mode startup et qui est pas complètement assis dans son fauteuil et qui te dit voilà, mon produit il est parfait, utilise mon produit tel quel. Voilà, ça serait un premier conseil. Par contre, l'outil reste un outil. Le plus important, c'est ton concept. Le plus important, c'est ce que tu as envie de faire. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que tu viennes sur notre site web et que tu retrouves le conseil que tu pourrais avoir en allant dans un magasin Decathlon. C'était un petit peu l'idée du concept. Donc, si ton concept, il est clair, derrière, après, s'entourer des bonnes personnes, aller regarder un maximum ce qui se fait ailleurs, out of the box, c'est vraiment hyper important de voir ce que font les autres parce qu'il n'y a pas que du mauvais ailleurs, au contraire, il y a du très bon à prendre et c'est très important d'aller piocher un petit peu à droite et à gauche. Donc le conseil, c'est regarder un max, trouver votre concept et croyez-y et ensuite foncez quoi. Écoute Salvatore, comment on peut rediriger les personnes qui écoutent ce podcast juste ici vers ton travail, vers ce que fait Decathlon? Premièrement, on vous attend très très volontiers sur decathlon.ch et puis on échangera si vous nous avez vu dans la vidéo et que vous dites je vous ai vu dans la vidéo de Léo, n'hésitez pas à venir nous le dire par chat, ça nous fera plaisir aussi. Mais sinon, comment on pourra les orienter, c'est en leur disant que l'idée qu'on a avec ce projet, c'est d'être à votre service sur le site comme on peut l'être en magasin quand vous venez nous voir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la bulle, n'hésitez pas à cliquer sur le petit message pushé, vous n'aurez pas un robot derrière. Alors le message pushé, la bulle, oui, c'est du robot. Par contre, les personnes qui vous répondent, c'est des êtres humains et des êtres humains qui sont là pour vous renseigner, pour vous aider du mieux qu'ils peuvent, du moins. Super, merci beaucoup Salvatore. Merci à toi Léo.